il a un peu merdé le générique. Bonsoir et bienvenue pour les experts des pronos NFL. Ce n'est pas la seule émission française qui vous parle des pronos, mais c'est certainement la meilleure. Bon, sauf pour Yellow, parce que Yellow, il est dans toutes les émissions. Dès qu'il y a un mec s'il y a un mec dans le Poitou qui fait un selfie sur un bord de terrain, tu ne sais pas comment, mais Yellow est dans le fond. Voilà, il y a cette espèce d'engagement d'être sur tous les médias foutuesses de la planète, en tout cas, enfin, de la planète française en tout cas. Bref, je divague. Nous sommes les experts de prononfl.com. Prononfl.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site gratuit où tu peux aller faire les pronos avec tes amis. Voilà, c'est gratuit, donc c'est pas toujours entretenu au tip top. Voilà, les matchs sont corrigés à la dernière minute à cause du Covid et tout ça. Mais on s'amuse. Voilà, ça c'est important. Ce soir avec moi, 3 experts de talent. En haut à gauche, vous pouvez voir la partie supérieure d'Olivier Rivers. Et maintenant en Salut, intégrale, salut. très bel éclairage. Bonsoir. Bonsoir. Avec son micro professionnel, son casque professionnel et son intérieur lumineux rétro-éclairé, il s'agit de Yellow en haut à droite. Ça va Yellow? Ça va et toi? Ça va. Et il est là, dans son hoodie. C'est un peu la caution jeune de l'émission. Voilà, parce que n'en croyez pas sa pilosité, c'est un millénial. Ah, Il s'agit de Scooby. Bonsoir Scooby. bonsoir, mais qu'est-ce que tu appelles un millénial? Un millénial, c'est ceux qui sont nés. Attends, putain, je sais même plus. Je crois que c'est après les années 90. Grand débat. Ça. Hein. Non, mais non, tu connais pas l'histoire des générations? Il y a la génération Y, Ah oui, c'est la vrai. génération X, la génération. Ouais, je crois que je suis millénial. Ouais, ouais. Voilà, moi je fais partie d'une micro-génération qui s'appelle les Xennials, qui est entre le. C'est ceux qui ont en même temps connu les smartphones, mais aussi les Minitel. Donc voilà, bref. Mais toi, tu es notre millénial. Voilà. Techniquement, Yellow aussi devrait être un millénial, mais il a beaucoup trop travaillé dans sa vie, il a déjà beaucoup trop cotisé, donc il est considéré comme une génération. Il gardait le physique du millénial. C'est ça, il a gardé l'allure milléniale. Scooby, c'est à toi de commencer, de nous parler donc d'un match, puisque nos experts sont là pour nous parler de match. Et ce soir, tu vas nous parler des Seattle Seahawks contre les Arizona Cardinals. C'est à toi. Oui, alors Seattle qui est en bye week la semaine dernière, qui affiche une fiche de 5 victoires et de 0 défaites. Arizona qui a gagné son match la semaine dernière et qui a une fiche de 4-2, deuxième de la NFC West. Seattle premier de la NFC West, c'est un peu le choc de la semaine niveau interdivision. Le match se situera à Glendale, dans l'Arizona, donc Arizona. Moi, j'ai décidé de jouer l'upset en disant que les Seahawks vont concéder leur première défaite face aux Seahawks. Alors, je peux comprendre que ça peut être surprenant, mais je vais m'expliquer. D'ailleurs, premier point assez intéressant, la dernière fois que les Cardinals ont gagné à domicile contre les Seahawks, c'était en 2012, la première semaine, lors du premier start de Russell Wilson en NFL. Bon, maintenant, il a un petit peu de bouteille, donc ça fait un petit moment. Pourquoi je pense que les Cardinals vont gagner? Alors, déjà, niveau confrontation, c'est le choc des offenses. On a 2 très grosses offenses. Les Cardinals qui ont la 4e meilleure attaque. On a un Kyler Murray qui commence à ressembler à ce qu'on pensait de lui. On a Kenyon Drake qui est un top 5 rusher. De l'autre côté, on a Seattle. Alors, niveau stats, ils sont 21e, ils n'ont pas joué la semaine dernière, mais qui ont une très, très grosse attaque très grosse attaque à la passe. Russell Wilson s'impose comme le favori pour le MVP. On a un DK Metcalf et un Tyler Lockett qui sont resplendissants. Ils ont 33,8 points par match, qui peut partir pour être le record de l'histoire à ce rythme-là des Seahawks. Donc on a une grosse attaque. Niveau défense, c'est un peu plus compliqué. On a une défense des Cardinals qui n'est pas trop mal. On va dire qu'elle est bien meilleure contre la course que contre la passe. Mais overall, ça reste plutôt correct. De l'autre côté, on a la défense des Seahawks qui est une catastrophe. Autant leur attaque est performante, autant leur défense, niveau en tout cas yard concédé, est une des pires de la NFL, qui est 26e, sachant qu'ils ont eu un bye week. C'est-à-dire que même avec un match en moins, ils ne sont pas dans le top 25 NFL. Et pour moi, c'est un des facteurs clés de ce match. Je pense que les Cardinals, ils vont réussir à faire leur jeu, ils vont réussir à jouer en attaque. On a Kyler Murray à lui tout seul, il a 6 TD à la course, qui est plus que Seahawks dans toute leur saison, avec 4 seulement. On a de notre côté Seattle qui a concédé 108 réceptions et 1472 yards.
ce qui est le plus par n'importe quelle équipe de toute l'histoire du Super Bowl era, durant les 5 premiers matchs. Et de l'autre côté, on a certes 2 grosses attaques. Je pense que ça va être on peut voir quand même. Alors, moi, je pense que ça va pas être un shutout complètement parce que je pense qu'il n'y aura pas tant de points. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de yards, mais ça va se finir beaucoup avec des field goals et quelques TD. Mais je pense que malgré le fait que les Seahawks soient clairement les favoris, du fait que la défense des Cardinals tient la route et qu'elle va réussir à ralentir assez Wilson et que l'attaque de l'autre côté des Cardinals va réussir à jouer son jeu, je pense que Arizona va en gagner ce match-là. Ce qui, comme je l'ai dit au début, ce serait leur première victoire à domicile contre les Seahawks depuis 8 ans. Eh ben, tout ça, quoi. Ouais. Eh ben, moi, je suis fier de toi, Scooby. Très, Merci. très fier de toi. Et je te souhaite une bonne soirée. Tu restes avec nous si tu veux interrompre un de tes petits camarades. N'existe pas. Voilà, bon, t'as compris. N'exige N'hésite pas. Yellow, c'est notre camarade média friendly. Supprimer l'épingle, remettre l'épingle. Hop. Voilà, il est média friendly. Vous voyez comment il est beau, le sourcil prêt à intervenir. Oh bah. Il est tout silencieux. Il attend que l'animateur lui donne la main avant de prendre la main. C'est génial. La discipline, quoi. Même si en ce moment, distanciation sociale quand même. Tu sens qu'on est très distancé quand même. Hein. Oui, un petit peu. Ce qui est ironique, c'est qu'avant les distances sociales, les pronos NFL, les experts ne se voyaient pas. Mais non, c'est bizarre. Ça s'approche comme on peut. Cet univers. Yellow, ce soir, tu nous parles des Las Vegas Raiders contre les Tampa Bay Buccaneers. C'est à toi la main. Oui, un remake de Super Bowl, mine de rien, même si ça commence à remonter quand même un petit peu, hein, justement, à la naissance des Millennials, en l'occurrence, hein, parce que ça remonte quand même à 2002. 2002-2003 si j'ai bonne mémoire, et pourtant à l'époque on avait déjà John Gruden qui coachait une des deux équipes puisqu'il s'occupait de Tampa à l'époque. Désormais donc du côté des Raiders, les Raiders qui sortent d'une bye week après un début de saison un peu compliqué en tout cas d'un point de vue calendrier puisqu'ils n'ont pas eu que des petits adversaires face à eux. Ils ont quand même affronté les Panthers à domicile en ouverture qui ont un bilan égal à l'heure actuelle. Ils ont affronté les Saints, ils ont affronté les Bills, ils ont affronté les Chiefs où ils ont gagné d'ailleurs juste avant leur semaine de repos. Et leur début de saison un petit peu dingue continue puisqu'ils s'apprêtent donc à recevoir Tampa. Dont le soufflet était un petit peu retombé justement il y a 15 jours avec une défaite un peu surprise sur le terrain de Chicago. Et il y a cette prestation aboutie de bout en bout face à Green Bay, hein, qui était jusque-là invaincu, qui a, on va dire, reboosté un petit peu les chances de Tampa Bay dans l'espoir d'un titre, hein, puisque c'est avant tout pour ça qu'on a fait venir Tom Brady autour de cette équipe jeune. Sachant qu'en plus, on le rappelle, le Super Bowl est censé, alors on se parle toujours, se tenir du côté de Tampa, hein, et qu'on n'a toujours pas d'équipe vainqueur à domicile lors de la grande finale de foot américain. Et en l'occurrence, voilà, cette prestation aboutie et cette victoire 38-10 fait que Tampa peut prétendre de nouveau au moins à contester notamment l'hégémonie des Saints dans la NFC Sud. Et ça va être un duel intéressant à suivre, puisque dans le même temps, en l'occurrence, même si Kansas City, entre-temps, a gagné à Buffalo, la victoire des Raiders du côté de Kansas City avait également redistribué les cartes dans la FC West. Donc, il va y avoir une espèce de petit duel à distance, justement, dans cette affiche, avec leur adversaire de division. Alors, ces deux équipes qui se ressemblent pas mal dans certains domaines, notamment, je trouve, dans le jeu à la passe offensif. C'est deux équipes qui jouent de manière très très verticale depuis le début de la saison avec pour le coup et assez paradoxalement relativement peu d'interceptions. Derek Carr est à 11 touchdowns et une seule interception depuis le début de la saison. Il me semble d'ailleurs du côté des Chiefs. Avant ça, je crois qu'il ne s'était pas encore fait intercepter. Brady, de son côté, malgré sa première semaine un peu compliquée du côté de New Orleans, est à 14 touchdowns et 4 interceptions. Et ces deux formations sont... Oui, j'ai vu. Oui. Je Ah, pardon, je pensais qu'on parlait à moi. Les Raiders et les Bucks font partie des équipes les plus explosives en attaque, avec notamment pas mal
de big play à répétition. Alors Tampa, on ne le découvre pas, parce qu'il y a notamment Mike Evans et Chris Godwin, même si malheureusement les deux receveurs ont rarement pu jouer ensemble depuis le début de la saison. Mais en tout cas, ça reste des menaces perpétuelles dans le jeu profond. Et du côté de Las Vegas, c'est pareil, même si Henry Ruggs a quelques petits problèmes physiques depuis le début de l'année. Il y a pas mal de cibles, des Darren Waller, des Hunter Renfrow notamment, capables de sévir dans le jeu à la passe à gros gains, si je peux parler ainsi. Donc c'est vrai que ça va être un duel assez excitant à ce niveau-là et ça peut nous promettre pas mal de points du côté du Nevada. L'autre gros point d'interrogation, et c'est peut-être là en l'occurrence où la différence peut se faire, c'est sur la défense. Puisqu'en l'occurrence, je le disais, offensivement, il y a beaucoup de similitudes. En défense, pour l'instant, les Raiders ne sont pas déshonorants, surtout par rapport à ce que je disais, à savoir leur calendrier et leurs adversaires quand même assez huppés, mine de rien, depuis le début de la saison. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette grosse différence au niveau du run-stop. On a une équipe de Tampa qui est vraiment impitoyable contre la course depuis le début de la saison, emmenée dans le sillage de leurs deux linebackers, Devin White et Lavonte David. À l'inverse, on a une équipe des Raiders qui, on va dire, fait front, ne casse pas tout le temps, mais qui a déjà concédé 10 touchdowns depuis le début de la saison dans ce domaine-là, contre la course. Donc c'est vrai qu'avec en plus un Ronald Jones en face, qui a l'air de monter en puissance, mine de rien, du côté de Tampa, peut-être aussi un petit peu piqué au vif après la signature de Leonard Fournette. En tout cas, un Ronald Jones qui sort d'une bonne prestation face aux Packers, ça peut quand même être quelque chose d'assez intéressant. Et en effet, voilà, il y a cette défense de Tampa qui est une des rares également, et ça je ne l'ai pas dit, contre la passe, qui est l'une des rares équipes à avoir plus d'interceptions que de touchdowns concédés. Je crois qu'ils sont que 2 dans ce domaine-là depuis le début de la saison avec les Colts. Donc encore une fois, face à un Derek Carr qui s'est fait très peu intercepter depuis le début de la saison avec un seul pick, ça va être un match-up très intéressant à suivre, avec notamment un Carlton Davis vraiment performant depuis le début de l'année. Je crois qu'il en est à 8 passes défendues et au moins 3 ou 4 interceptions, il me semble. Donc vraiment, il va y avoir un duel assez excitant à suivre, notamment avec Henry Ruggs, le rookie d'Alabama. Alors, j'avoue, sur ce match-là, j'étais un peu partagé parce que, de par les faits que j'expose, et notamment cette grosse différence défensive, Tampa pourrait avoir les faveurs. Après, c'est vrai qu'il y a le fait que Las Vegas sort d'une bye week, joue malgré tout ce match à domicile. J'ai parlé du pass rush de Tampa, en l'occurrence, le pass rush de Tampa qui contribue également à faire en sorte que le backfield soit performant, comme je disais tout à l'heure. Tampa, c'est la deuxième meilleure équipe en termes de sacs. Je crois qu'il n'y a que les Steelers qui sont devant eux dans cette catégorie-là, alors qu'à l'inverse, les Raiders, hormis Max Crosby, il y a encore beaucoup de difficultés à générer de la pression et à mettre en difficulté le quarterback adverse. Donc face à une ligne offensive qui est globalement solide du côté de Tampa, ça fait beaucoup d'arguments qui penchent malgré tout en faveur des Bucs. Après, comme je le disais, il y a quand même cette équipe de Las Vegas qui, quand il y avait pas mal d'adversaires vraiment assez importants face à elle, a réussi à répondre présent, a réussi à réagir. Je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à surprendre cette équipe de Tampa. J'occulte pas le fait que la ligne offensive soit un petit peu diminuée, avec notamment la blessure de Rodney Hudson. Il me semble que Trent Brown a toujours des problèmes également liés à la Covid. Mais en face, du côté de Tampa, c'est pas forcément mieux sur la D-line. On rappelle qu'ils ont perdu Vita Vea, leur nose tackle. Ils ont Jason Pierre-Paul et Ndamukong Kongsu qui sont très incertains pour ce match-là. Donc je me dis que ça peut éventuellement rééquilibrer un petit peu les forces. Et à ce moment-là, il faudra voir comment ils arrivent à utiliser un Josh Jacobs et s'ils arrivent suffisamment à mettre à contribution ce run-stop des Bucs. Mais en l'occurrence, voilà, Tampa Bay favori pour moi sur ce match-là. J'oublie pas ce qu'ils ont fait il y a 15 jours du côté de Chicago et c'est ce qui m'incite également à me dire que tant que j'aurai pas suffisamment de repères et avec encore une fois le fait que Las Vegas soit plein de ressources et sorte d'une bye week, j'aurais tendance à aller vers les Raiders sur ce match-là. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Yellow. Je te félicite, tu es très très haut dans le classement de prono-nfl.com et je voulais aussi féliciter Thierry Borès et qui est Coach Moon qui t'a rejoint cette semaine, qui est à égalité avec toi maintenant. Donc tu n'es hélas plus premier au classement. Tu es premier ex aequo. Je vais rapidement passer la main à Olivier Rival car, comme vous le savez, nous sommes pauvres et donc nous avons la version gratuite de Zoom et pas la version payante. Et est-ce que vous voyez le décompte qui s'affiche à l'écran ? Non. Non ? Moi, je le vois, tu peux exploser à tout moment, Olivier. Hein. Tu as 7 minutes 13. Alors, attends. Donc, voilà. Donc, tu as entendu. C'est bon, tu vois pas. Donc, tu as un petit peu moins de 7 minutes parce que je veux bien 2 secondes à la fin pour dire au revoir.
Mais bon, 7 minutes, ça va. Il faut juste que tu coupes, Bon, tranquille. tu coupes de moitié, ça devrait être bon, quoi. Bon, non, mais c'est bon. Je te taquine. Aucun problème. Olivier Rival, voilà, auteur émérite à succès et créateur de mugs, surtout. On ne l'oublie Aussi, pas. surtout. Car je vous rappelle que maintenant, donc ce sera pour l'instant, c'est soit Yellow, soit Coach Moon qui remportera le mug Olivier Rival en fin de saison. Bon, bah, je serais content de l'offrir à Yellow. Hein, ou à Coach Moon, non? Ah oui, aussi. Non, pas aussi. Coach Moon. Non, mais Yellow est là, donc voilà. Ah ouais, toi, c'est en fonction des gens. Moi qui aussi, sont ça là, me toi. ferait chier, Olivier, t'inquiète pas. Que tu le donnes à Moon, bien sûr. Voilà. Olivier, c'est à toi. Pittsburgh Steelers versus Tennessee Titans. C'est à toi. Donc, gros choc entre deux équipes invaincues, 5-0 pour les deux. Donc, un match qui va être sans doute très important pour le tableau final dans l'AFC, avec deux équipes qui ont des sérieux arguments pour peut-être aller au bout cette année. Les Steelers n'ont pas commencé 5-0 depuis la grande époque des Super Bowls des années 70. Les Titans ne sont pas non plus habitués à commencer si bien une saison, avec deux équipes qui se ressemblent sur certains points et qui sont en totale opposition sur d'autres. Donc, ça fait un match-up assez intéressant. On a les Steelers qui ont la meilleure défense pratiquement de la ligue. En tout cas, ils sont deuxième contre le run, ils sont deuxième en yards, ils sont deuxième en points, ils sont premiers en sac avec Dupri, avec Watt, avec Tuitt qui assure. Donc là, il y a vraiment le meilleur pass rush de la ligue. On les a vus vraiment, vraiment très, très impressionnants la semaine dernière contre Cleveland. Ils les ont un petit peu atomisés. Le match était pratiquement fini avant la mi-temps. Et cette année, c'est pratiquement la première fois que je vois une défense vraiment mettre la main sur le match. Ils ont vraiment complètement stoppé toutes les tentatives de Cleveland. Et puis, en face, Tennessee, c'est Derrick Henry, le meilleur coureur de la ligue de très loin, avec déjà, que je ne me trompe pas, 588 yards, 6 TD. Donc, il est vraiment premier de très très loin, avec une excellente ligne offensive. Et puis, malgré tout, une belle attaque avec Tannehill qui en est à 13 TD et 2 interceptions. Donc, c'est assez efficace de ce côté-là. Une très bonne attaque. Les deux équipes sont aussi très bonnes pour provoquer des turnovers. Ils sont tous les deux en tête de ce classement-là. Alors, où est-ce que ça va se jouer? Moi, je pense que ça va se jouer dans l'affrontement entre l'excellente ligne offensive de Tennessee et la non moins excellente défense de Pittsburgh. Si Pittsburgh arrive à stopper Derrick Henry, arrive à mettre de la pression sur Tannehill, ils ont une bonne chance. Parce que derrière Big Ben et ses jeunes receveurs, notamment Claypool, qui fait de plus en plus parler de lui, qui en est déjà à 6 TD, on sait qu'ils vont mettre des points. Ils vont mettre des points à Tennessee. Tennessee, leur point fort, c'est quand même pas la défense. Ils ont pris 422 yards par match. Donc, Pittsburgh devrait arriver à marquer. Est-ce que leur défense pourra permettre d'arrêter la belle attaque de Tennessee? C'est là-dessus que je joue. Donc, c'est pour ça que je pense que Pittsburgh peut faire la surprise à Tennessee. Les books sont assez serrés. Là, il y a 1 point d'avance sur les Steelers dans les pronostics. Et je joue Pittsburgh parce que je pense qu'effectivement, leur défense a aujourd'hui quelque chose qui est rare dans la NFL. Ils sont à la fois efficaces et aussi provocateurs de gros jeux. Et ça peut faire la différence contre une équipe de Tennessee qui est malgré tout redoutable. Ils auraient dû perdre la semaine dernière contre les Texans. Ils s'en sont bien tirés grâce à une erreur de coach d'ailleurs, parce que les Texans ont joué une transformation à 2 points qu'ils n'auraient pas dû faire et qui fait que derrière, ils arrachent la prolongation du côté de Tennessee. Ça sera pas le premier avertissement. Le deuxième, ça sera raté, parce que je pense que les Steelers ont les moyens d'être les premiers à faire chuter les Titans cette année. Voilà, quel as du timing. Merci beaucoup, Olivier, Avec plaisir. pour cette expertise que tu nous distilles chaque semaine. Voilà. La semaine prochaine, je vous demanderai un peu vos favoris pour le Super Bowl. Mais ce soir, je vais vous demander qui va gagner et perdre le match de ce soir, les Giants contre les Eagles. Le match bien pourri de la semaine. Je joue les Eagles, mais bon, c'est purement symbolique. Yellow?
Ouais, je suis assez partagé sur ce match-là. En l'occurrence, ces dernières confrontations tournent souvent à l'avantage de Philadelphie, mais bon, New York n'est pas souvent bien payé sur tous ces matchs depuis le début de la saison. Ils ont enregistré leur première victoire. Ils ont une défense capable d'embêter la O-line en carton de Philadelphie, même si bon, ils se démerdent avec plus ou moins avec ce qu'ils ont. Philadelphie parce que c'est à Philly, mais je serais pas étonné d'une surprise. Et voilà. Et quand les Giants et les Eagles jouent, ou quand la NFC Est joue en général, rappelez-vous, peu importe qui gagne, c'est le public qui perd. Voilà. Il n'y en aura pas, c'est pratique. Oui, c'est ça, au moins il est loin, il est protégé. Voilà. Ben, merci à vous trois, puisque je crois que Scooby est encore quelque part. Je vous dis donc à la semaine prochaine et rendez-vous sur prononfl.com. Bonsoir.